est largement attaqué là depuis quelques temps. Donc il faut savoir qu'en 20 ans, on a perdu 40 000 emplois à l'administration fiscale. Il y a eu le rapprochement du Trésor et des impôts et ça a été le prétexte pour évidemment supprimer des milliers d'emplois. Mais aujourd'hui, ça n'allait pas assez vite, alors ils sont passés à la vitesse supérieure et donc ils ont dégainé leur plan qu'ils appellent nouveau réseau de proximité ou géographie revisitée. Voilà. Qui va se traduire par la fermeture de centaines de trésoreries sur tout le territoire, des centaines de centres des impôts. Et en même temps, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est important, c'est toujours les en même temps, c'est comme ça qu'on nous berne, on crée des centres d'accueil de proximité dans les maisons de France Service. Vous avez vu qu'ils vont créer dans chaque canton une maison de France Service, financée par les collectivités, à la charge des collectivités par contre. Et dans ces... Alors, on nous dit que l'administration fiscale en fait sera plus présente parce qu'on sera dans ces maisons de France Service, mais en fait c'est qu'un leurre, parce qu'il n'y aura aucun agent des impôts dans les maisons de France Service. Ce seront des agents territoriaux qui devront répondre alors sur un maximum, sur tous les domaines, notamment la fiscalité. Et en fait, ce qu'ils feront, ils prendront le téléphone et ils appelleront le centre des impôts. Et là, on fixera un rendez-vous aux contribuables. Parce qu'à terme, l'administration fiscale ne recevra que sur rendez-vous. Ça sera terminé de pouvoir aller au centre des impôts comme on en a besoin. Demain, c'est terminé, ça. Donc, voilà. Alors, ça a des conséquences énormes. Par rapport, dans le département, par exemple, on va avoir la fermeture du centre des impôts de Domfront, la trésorerie de la Ferté-Massé. Et puis ici, comme on est à Argentan, donc plus particulièrement, Argentan va perdre le centre des impôts des particuliers, et puis maintenant la trésorerie d'Argentan. Il faut savoir quand même qu'à Argentan, il y a plus de 9000 personnes qui ont été reçues en 2018 par le centre des impôts. Donc les gens qui ont besoin du service public, Argentan en est l'exemple. Alors on nous dit que les gens se déplacent parfois pour rien. Mais bon, nous, on rétorque que c'est faux, ça. Et puis, c'est assez méprisant de tenir ce genre de propos. Donc, alors, ça fait des semaines qu'on est dans la lutte. Là, dernièrement, jeudi, il y avait un appel à l'action qui a été fortement suivi, quand même aussi. On a fait un rassemblement sur Argentan, parce que nous, il nous semble impensable qu'une ville comme Argentan ne puisse pas conserver un centre des impôts des particuliers et une trésorerie. C'est pour ça qu'on appelle les usagers, mais aussi les élus locaux à se battre, parce que c'est loin d'être terminé. On ne peut pas laisser faire, c'est pas possible. Sinon, ceux qui laisseront faire, ils devront rendre des comptes à la population. Je pense que là, c'est trop grave, ça va trop loin. Alors derrière, il faut bien voir que c'est idéologique. Notre administration fiscale, ça fait des années qu'on veut l'éliminer. Les différents gouvernements, que ce soit Hollande, Sarkozy, ça a toujours été la même technique. On voit qu'il y a des lobbies qui poussent derrière. Le MEDEF, par exemple, qui ne veut plus de contrôle fiscal dans les entreprises. Donc, on va devenir une administration de conseil. On va conseiller les entreprises en matière de fiscalité, mais on ne va plus les contrôler. Et puis aussi, on voit bien aussi que notre administration au contrôle des recettes et des dépenses publiques des collectivités. Et bien ça, demain aussi, c'est terminé. On n'en veut plus de ça. D'où la tentative de créer des agences comptables. Donc pour l'instant, par rapport aux agences comptables, il y a un recul, parce que ça n'a pas fonctionné. Donc on voit bien que c'est toute l'administration fiscale qui est attaquée. Et puis, alors on nous dit que l'impôt est trop compliqué, tous les prétextes sont bons. Mais je rappelle quand même que l'impôt sur le revenu, s'il est compliqué, c'est qu'il y a un but, c'était de rétablir une égalité entre les citoyens. Mais demain, ça, on n'en veut plus. On est prêt... On a même lu qu'on est prêt à sacrifier l'impôt sur le revenu tel qu'il est aujourd'hui pour créer un impôt proportionnel en fait. On veut supprimer la progressivité de l'impôt. Donc on voit qu'il y a des projets assez avancés, parce que ça fait déjà des années qu'ils essayent, mais là ils sont passés à la vitesse supérieure. Donc on va pas se laisser faire. Donc on est lancé dans la lutte là. Et donc on appelle tous les usagers, tous les élus à nous rejoindre, et puis en plus, par rapport à ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, là, ça va impacter des milliers d'agents qui vont devoir changer de service, mais aussi changer de résidence,
Donc, moi, par exemple, mon service, je travaille à Alençon, demain, je n'ai plus de service à Alençon, il faut que j'aille à Argentan. En fait, c'est totalement contradictoire avec l'amélioration de l'environnement, en fait. On met des gens sur la route. Ici, en plus, dans notre département, on a bien vu que les services de transport collectif ne sont pas tellement très développés. Donc, ça veut dire que tous les jours, il y a des collègues qui prendront leur voiture pour faire 50, 100 km pour suivre leur mission. Voilà. Je voudrais préciser, puisque le hasard a fait que nous sommes deux collègues assis l'un à côté de l'autre, je voudrais préciser que moi je travaille donc sur le Calvados, une pétition à entrer contre la fermeture du poste d'impôt de Falaise. Très bien. Parce que Falaise, on est aussi. Lundi, on avait une manif à Caen. Oui. Donc oui, je reprends le micro. Donc effectivement, le hasard a fait que je sois assis oui, donc à côté de ta collègue. Je suis dans Calvados. Avant, j'étais sur Argentan. Argentan, bon, j'ai fait 3 ans et demi, donc c'est pour ça que j'ai connu cet changement de ville. Et la gare qui m'a fait adhérer justement à votre collectif de défense des 3 lignes Sud Normandie. Et voilà, il se passe que nous, dans Calvados, lundi, nous avons fait une journée d'action devant la direction à Cambertrand. Le coup de bol, Madame Belloubet, la ministre de la Justice, était là, au palais de justice. Donc, juste à côté, nous avons fait un boxon, pas possible, pour essayer de l'alerter. On s'est dit, pendant qu'on avait un membre du gouvernement sous la main, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose. C'est parce que nous, jeudi, il y a une action au trésorerie de Condé-sur-Noireau, de Bayeux. Donc nous allons aussi faire un calendrier d'action pour le Calvados, pour défendre nos services. Bon voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a une pétition contre la fermeture de la Falaise qui est à l'entrée sur une table. Et il ne sait pas ce que s'il y a d'autres pétitions pour Argentan, pour Flers, pour Alençon, pour Mortagne, puisque j'ai vu les cartes de nos deux départements, Calvados et Orne, ça va être une catastrophe. Nous avons des gens, comme disent mes collègues, les gens ne l'ont pas pour rien. Avec l'impôt sur revenu près à la source, les gens ils sont paumés. On leur a fait des avances de crédit d'impôt, on leur demande maintenant de rembourser. Nous, simples agents de guichet, on leur répond quoi? Parfois, on est parce que nous avons eu des formations plus ou moins complètes, on fait quoi? On ne sait pas quoi leur répondre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je pense que c'est déjà bien. Donc je passe le micro aux personnes qui souhaitent après. Okay. Peut-être, moi je voudrais, si on regarde bien entre ce qu'on dit sur la SNCF, ce qu'on entend sur EDF, GDF, sur les finances publiques, on a ô combien de similitudes en matière de nature des politiques, et avec les mêmes arguments, c'est-à-dire les coûts. Et on privilégie dans ce cadre-là les logiques comptables, la rentabilité financière. Mais alors, par contre, ce qui posait en creux, si les décideurs politiques aujourd'hui, notamment l'État, le gouvernement, ceux qui le représentent, si la réponse à ce qui se développe depuis des mois et des mois sur les territoires, c'est de continuer à désertifier les territoires par la suppression des services publics, je pense qu'on va vers des lendemains qui vont déchanter ou qui vont chanter. Ça dépend de quel côté de la barricade on se situe. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave parce que justement, ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est monté très fort et qui est juste, qui est légitime, c'est-à-dire que quand on voit sur les territoires que la gare ferme, l'hôpital ferme, la poste ferme, les perceptions qui ferment, les maternités, le citoyen, électeur, contribuable, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit, mais alors, l'État nous abandonne. Donc, on nous prive de moyens de proximité, de réponse par l'intermédiaire des services publics. Ceux qui payent des impôts disent, mais à quoi servent nos impôts? Puisque effectivement, les impôts, notamment sur le revenu, sont censés financer le maintien, le développement, le fonctionnement des services publics, mais si sur les territoires on supprime tout, ben c'est quand même relativement grave. Alors, aujourd'hui, il y a un grand
un grand sujet. C'est utilisé pour la SNCF notamment, d'ailleurs de façon scandaleuse. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a le numérique, il y a le digital. Et d'ailleurs, dans la philosophie de la SNCF, on ferme les gares, on ferme les guichets pour dissuader les gens, je dis bien dissuader, dégoûter les gens d'aller acheter leurs billets au guichet. Alors que je crois que sur la région, c'est 75% des gens qui vont quand même acheter leur titre de transport au guichet. Non, mais ça on n'en veut plus. On n'en veut plus, mais sauf que en France, il y a à peu près 28%, c'est le défenseur des droits liberté qui le disait, 28% des citoyens qui n'ont pas ou qui n'utilisent pas Internet. Donc comment on fait? Alors, quand je dis c'est scandaleux, parce qu'on ne l'a pas cité tout à l'heure dans le débat précédent, mais comment accepter qu'aujourd'hui, le voyageur de bonne foi, qui n'a pas la possibilité d'obtenir son titre de transport en amont du train, parce que la gare est fermée, parce que le guichet est fermé, parce qu'il n'y a pas d'automate du distributeur de billets ou alors il est en panne, ou parce qu'il y a trop de monde au guichet par exemple. Le citoyen qui se présente, qui a besoin de prendre le train, il vient 3 ou 4 minutes avant le départ du train, il y a trop de monde au guichet, il ne peut pas prendre son billet. Il monte dans le train. Et alors dans le train, qu'est-ce qui se passe? Il est sanctionné. Il est sanctionné par un tarif majoré. C'est du racket. C'est du racket. Moi je l'ai dit, quand on était reçu la CNR le 4 juin dernier à la direction générale de la SNCF, je lui ai dit à ceux que je rencontrais, si je reprenais ma casquette de contrôleur, je ne sais pas comment je ferais. Mais c'est pas sérieux. Mais dans une entreprise publique. Donc le voyageur de bonne foi, il est considéré comme un fraudeur. Vous voyez, je veux dire. Alors, voilà où ça nous mène. Le tout numérique, le tout digital. Et ça aussi, c'est un argument très très libéral. Et donc là, d'ailleurs, je le dis, j'entends par exemple que l'administration fiscale ne recevra que sur rendez-vous. Ben, vous savez ce qui se passe dans les grandes gares maintenant? Ben, pour avoir un titre de transport, il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. Et heureusement, cet été, à la gare Montparnasse, qu'est-ce qu'ils ont fait les cheminots? Ils ont ouvert toutes les portes. Ils ont dit aux voyageurs, rentrez, on va vous servir, tous. Ceux qui ont pris rendez-vous, ceux qui n'ont pas pris rendez-vous. Voilà une démarche de service public qui répond à l'intérêt général. Et qu'a fait, bien sûr, qu'a fait la direction de la SNCF? De suite, elle a engagé des procédures disciplinaires. Voilà. Non, mais pour intimider, pour faire pression. C'est quand même pas possible. On en est où? Enfin, moi, je pense quand même que, je le dis, l'usager, le citoyen, les lecteurs, on doit reprendre possession de ce qui nous appartient. Le bien commun, le bien public. C'est comme par exemple toute la bagarre qu'on engage contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Voilà, ça appartient aux citoyens. qu'on a financé, comme disait le camarade d'EDF tout à l'heure, on a financé par nos factures et nos impôts. Et aujourd'hui, il faudrait tout abandonner pour laisser la place au marché. Mais le marché ne répond pas aux mêmes enjeux, n'a pas la même réponse aux besoins, ne répond pas à l'intérêt général. Donc voilà, c'est parce qu'il y a derrière, effectivement, la rentabilité financière, les logiques comptables, et puis les dividendes aux actionnaires et tout ça. Donc voilà, je pense quand même qu'on est au cœur de la problématique, et c'est bien que... Alors, j'en termine, ce qu'on a entendu ce matin, mais on peut élargir le propos, il y a ô combien d'éléments de convergence entre les agents, les usagers citoyens, pour effectivement, comme je le dis, engager des luttes, les développer pour se réapproprier ce qui nous appartient. Oui, dans la continuité, puisqu'on parle dans la deuxième partie comme le train, outil au service des territoires et aussi dans sa dimension écologique. Donc on n'est pas revenu sur ce qui s'est passé hier, sur la marche sur le climat, mais dans notre collectif, depuis toujours, lorsqu'on a créé ce collectif, on a toujours eu cette démarche qui est à la fois satisfaire les besoins des usagers et répondre aux enjeux climatiques. Dans tous les écrits qu'on fait, on a cet aspect de l'environnement qui nous reste central. Et je pense qu'on voit des fois des gens qui semblent découvrir que dans notre action militante, on aurait ce penchant écologique. Non, il est naturel. Parce que le service public est vraiment l'outil qui peut rendre service à la fois au territoire et défendre l'environnement.
Et donc, avec cette transition, j'aurais parlé quand même de ce qui est en train de se passer sur notre basse Normandie, et notamment sur Paris-Granville et Cantour. Sur Paris-Granville, il n'y a pas de menace particulière sur les trains qui existent, sauf des changements d'horaire qui ne seront pas sans conséquence pour le développement de nos territoires, mais aussi qui provoqueront une gêne, je veux dire, importante pour les usagers. Nous avions rencontré la région il y a quelques semaines, au début de juillet, et le plus surprenant, c'est que M. Gastine cherchait une forme de casus belli, pensant qu'on n'allait pas pouvoir parler de nos propositions, et au bout d'un quart d'heure, voulait quitter la salle. Et c'était une forme de mépris, il ne voulait pas trop entendre ce qu'on avait à lui dire. Donc on faisait des propositions pour améliorer la desserte Paris-Granville, à savoir qu'on a un TGV, par exemple, c'est un exemple, qui tous les jours va du Havre à Marseille, et retour tous les soirs de Marseille au Havre. Et on avait fait une proposition de bon sens, c'est que le train qui part le soir de Paris s'arrête à Versailles pour récupérer tous les usagers qui viendraient de Lyon, Marseille, Valence et autres. Et donc il nous a dit, la réponse c'est simple, moi je ne veux pas de banlieusards dans mes trains. Donc ça veut dire qu'il y a deux sortes de citoyens, vous voyez. Alors je lui dis, vous avez une profonde méconnaissance de la situation, c'est que les banlieusards à 20h, il n'y en a plus beaucoup dans les trains, puisque tous les trains de banlieue, c'est jusqu'à 19h30, parce que ça correspond aux besoins de ces populations. Mais là où c'est plus grave, c'est cette attaque frontale, directe et grave contre l'axe Caen-Le Mans-Tours. Avec la précision, c'est que Le Mans est une plaque tournante TGV qui permet d'aller partout en Europe et en France au départ du Mans, et notamment aussi sur l'aéroport de Roissy. Et on a pu mesurer que M. Castine, je le dis publiquement, était totalement ignare de la question, puisque pas une seule fois dans leurs écrits, dans leurs propos, il voit Le Mans comme un outil au service et en relation pour donner des prolongements à l'activité de la basse Normandie. Et d'ailleurs, je vais vous conter une anecdote. Quand on lui a dit, il nous disait que bah oui, développer les TGV sur Paris, on lui a dit bah, au Mans, vous pouvez aller à Marseille, Lyon, Nîmes, Montpellier, Strasbourg, Lille, Bruxelles, Celle, et ainsi de suite. Il nous a dit oui, mais si vous allez à Marseille, vous êtes bien obligé de passer par Paris. Et là, forcément, la non-cheminote qui était là nous regardait avec nos grands yeux effarés. On lui dit mais il y a un barreau qui fait Massy-Juvisy. Et le type qui est en charge des transports sur la région semblait ignorer qu'en fait, il y avait une relation directe TGV qui permettait de relier Massy à Juvisy. Et qui plus est, il y a un projet de desserte à court terme, l'aéroport d'Orly. Donc vous voyez un petit peu la situation. Et sachant que la question de l'accès au TGV est importante pour notre territoire, hein, pour l'Orne, pour la Manche, pour le Sud Calvados, c'est vraiment quelque chose d'important, y compris pour les Canets, parce que quand on avait des trains qui nous permettaient d'avoir des correspondances immédiates, ils ont changé les horaires, c'est-à-dire qu'avant on arrivait par exemple au Mans à 10h10, on avait un TGV pour Marseille à 10h20. Tout ça, ça n'existe plus, il faut arriver le train 10 minutes en retard et on perd des correspondances sur le TGV qui va à Strasbourg, sur Lille, sur le Lyon-Marseille, Nantes et Rennes. Et à partir de ce moment-là, on nous dit, vous voyez, il y a moins de personnes, il y a moins d'usagers qui prennent le train. Mais comme on a fait perdre cette correspondance, on perd un volume et un potentiel énorme. C'est-à-dire que quand on regarde toujours là où sont les possibilités. Et à contrario, supprimer ces correspondances, c'est aussi vider les territoires. Parce que bon, comme je le disais sur Villieu et autres, les gens s'implantent et regardent la première chose, comment je fais pour y aller par le train pour revenir. On a construit tout un tas de propositions autour de ça et on était quand même un petit peu surpris de voir que rien, soit disant que c'est un homme d'ouverture, on n'a toujours pas de réponse. Et alors la réponse, elle est plus que cinglante, c'est 12 trains supprimés sur l'axe Cantour. Je rappelle que les Argentanais vont être les plus concernés, puisque le matin, vous aviez 2 trains au départ d'Argentan pour aller sur Le Mans, et que vous aviez un train pour aller sur Caen. Donc les 2 trains sont supprimés, et le train qui partait le matin à 6h30 pour aller à Caen va être remplacé par un bus. Et les gens s'aperçurent qu'ils étaient une cinquantaine à prendre ce train tous les matins pour être à l'heure à Caen, et on va leur mettre un bus à disposition. Le train mettait 18 minutes pour aller à Caen, maintenant le bus mettra 50 minutes. Et il faut savoir que le bus va venir à vide de Caen. Donc quand on parle en termes d'environnement, d'écologie, et alors j'en profite pour dire que certains cadres de la SNCF
qui ont donné comme argument, faites, oui, un bus, ça pollue pas plus qu'un autorail, donc pourquoi pas. Donc voilà, on en est aujourd'hui aussi à cet esprit dans l'entreprise, où on n'a même pas les arguments de la part de notre direction pour défendre ce qui reste de service public. C'est très grave. Donc dans la continuité, on a relevé, on nous a taxé. Morin s'est permis d'écrire à tous les élus en disant qu'on était des menteurs, on véhiculait des choses erronées. On a travaillé sur les documents qui ont été produits par la région. Et les nouveaux documents qui émanent de la région en termes d'offres sur Cantour, il a raison, nous nous sommes trompés, c'est erroné. C'est pas 2500 km de trains qui sont supprimés, c'est 3900 km. Voilà l'erreur. Et jusqu'à présent, il continue toujours à écrire aux élus, envoyant toujours. C'est le même courrier qu'il envoie depuis 6 mois, c'est pas renouvelé. Il y a un élu qui m'a fait voir l'autre fois. Et donc, pour préciser dans le détail du quotidien des gens, des salariés qui vont travailler aux impôts à Alençon, des salariés qui travaillent dans le commerce, pour les enseignants, mais aussi pour les scolaires, pour les étudiants. Il faut savoir que le train qui arrivait à l'époque à Alençon, qui passait à Argentan, arrivait à 7h45 pour une prise pour le travail à 8h et pour les scolaires, et le train de 8h37 arrivera à 9h03. Ça veut dire que les salariés qui veulent être à l'heure à 9h sont obligés d'arriver à 7h55. Mais ceux qui prennent à 8h ne pourront